Ok les gars, posez tout ce que vous faites. On va parler d'un mec que tout le monde croit connaître par cœur. Napoléon Bonaparte, le petit caporal, le mec du bicorne, le boss de l'Europe, blablabla. Mais je vous le dis direct, 90% de ce qu'on pense savoir sur lui, c'est soit un mythe, soit la partie visible d'un iceberg de dinguerie absolue. On nous a vendu l'image d'un génie militaire, point. Sauf que derrière le stratège, il y avait un manipulateur d'images. Un control freak, un mec bourré de contradictions fascinantes. Et aujourd'hui, on va déterrer tout ça. Tu crois tout savoir sur Napoléon? Attends de voir ça. Je vous promets, après cette vidéo, vous ne verrez plus jamais les portraits de lui de la même manière. On va parler de ses obsessions, de ses mises en scène dignes d'Hollywood, de ses secrets bien gardés qui ont changé le cours de l'histoire. Ce n'est pas un cours d'histoire chiant, c'est le making-of d'une des plus grandes légendes de tous les temps. On va plonger dans la psychologie du personnage, et croyez-moi, c'est bien plus fou que toutes les batailles réunies. Alors, accrochez-vous bien à votre siège. J'ai condensé le meilleur du meilleur, le plus croustillant, le plus inattendu. On se fait ça en vitesse, promis. Prenez votre meilleur café, installez-vous confortablement. Car on part pour 5 minutes, pour découvrir 8 secrets surprenants sur Napoléon. Et je parie que vous n'en connaissez même pas la moitié. C'est parti. On lance le jingle et on déconstruit le mythe ensemble. Let's go. Premier secret, et pas des moindres, l'uniforme. Pour Napoléon, ce n'était pas juste un vêtement, c'était une arme psychologique. Le mec était un génie du personal branding avant même que le mot existe. Il a compris que pour diriger des milliers d'hommes, il fallait incarner l'autorité absolue, même sans ouvrir la bouche. Son fameux uniforme de colonel des chasseurs à cheval de la garde, le vert, il le portait presque tout le temps. Visual, zoom sur l'uniforme vert dans un tableau. C'était sobre, reconnaissable entre mille. Pendant que ses maréchaux se pavanent avec de l'or et des plumes, lui, il reste simple. C'est un coup de génie. Ça le rend plus proche de ses soldats, le petit caporal au milieu de ses grognards. L'anecdote qui tue, c'est qu'il était obsessionnel sur les détails. Chaque bouton, chaque couleur, chaque insigne. Visual. Schéma animé montrant les détails de l'uniforme et leur signification. Il voulait que ses ennemis, rien qu'en voyant la silhouette de ses troupes au loin, sentent la discipline, la puissance, et se disent « Ok, on est dans la merde ». Il ne s'habillait pas pour être beau, il s'habillait pour gagner la guerre avant même qu'elle ne commence. Son image était aussi calculée que ses plans de bataille. Il ne laissait rien au hasard, et son uniforme était la première ligne de son attaque psychologique permanente. Un vrai maître de la com, voilà. On enchaîne avec un truc de fou. Napoléon n'était pas seulement un général, c'était un metteur en scène. Un vrai réalisateur de blockbusters hollywoodiens. Ces batailles n'étaient pas juste des victoires, elles étaient des spectacles, racontés à sa manière. Il contrôlait le récit de A à Z. Avant même la bataille, il faisait déjà rédiger des bulletins de la Grande Armée. Ces bulletins, c'était de la pure propagande, envoyée partout en France. Il exagérait les chiffres, il minimisait les pertes, il inventait des actes héroïques. Il créait sa propre légende en temps réel. Un exemple concret? La bataille d'Austerlitz. Il a fait croire à l'ennemi qu'il était en position de faiblesse, les a attirés sur un terrain qu'il avait choisi, puis a surgi du brouillard, le fameux soleil d'Austerlitz. C'était parfait pour la story. Dans ses bulletins, il n'a pas juste dit « on a gagné ». Il a raconté une épopée, un drame, avec un héros, lui, et un climax parfait. Il a transformé un affrontement militaire en un mythe national. Il ne gagnait pas seulement des guerres, il gagnait la guerre de l'information. Imaginez un mélange entre un général, le héros de Mission Impossible. C'était Napoléon, parano mais intelligent. L'information, c'est le pouvoir. Pour communiquer sans se faire piger, il utilisait des codes ultra sophistiqués. Ses maréchaux, ses espions. Pas le simple code César, de grands chiffres, système de substitution complexe. Plusieurs codes, changés régulièrement, envoyaient des ordres précis, coordonnaient des mouvements de troupes sur des centaines de kilomètres. L'ennemi interceptait le courrier et n'avait qu'une bouillie de chiffres. Pendant qu'il galérait, Napoléon frappait par surprise. À cœur, le champ de bataille. Toujours 3 coups en avance, parce qu'il était un bon stratège, parce qu'il contrôlait le flux d'informations secrètes, un précurseur de la cyberguerre, avec une plume et du papier. Allez, on attaque le plus grand cliché de tous les temps. Napoléon était petit. C'est faux, archi faux. C'est l'une des plus grosses fake news de l'histoire, et elle a la vie dure. En réalité, Napoléon mesurait environ 1,68 m. Pour l'époque, c'était dans la moyenne, voire un peu au-dessus. Alors, d'où vient cette légende tenace?
De deux choses, une erreur de conversion. Les Français mesuraient en pieds du roi, plus grand que les pieds anglais. Quand les Anglais ont traduit sa taille, ils n'ont pas converti correctement, plusieurs centimètres perdus. Deuxièmement, la propagande anglaise. Les caricaturistes anglais, comme James Gillray, s'en sont donnés à cœur joie. Ils l'ont dessiné comme un gnome colérique. Ils l'ont dessiné comme un enfant capricieux. Ils l'ont appelé Little Bonnie, journal anglais. C'était pour le ridiculiser, pour le déshumaniser, pour le rendre moins menaçant. Et ça a marché au-delà de leurs espérances. L'image a marqué les esprits. Aujourd'hui encore, on parle du complexe de Napoléon. Une fake news vieille de 200 ans qui colle à la peau. Transition sonore cinématique, fondue vers section 2. On imagine souvent Napoléon comme un homme de guerre, obsédé par les cartes et les canons. Mais il y a une autre facette, beaucoup moins connue, c'était un geek de la science. Vraiment. Il était fasciné par les mathématiques, la chimie, l'astronomie. Il considérait que le progrès d'une nation passait par le progrès scientifique. Pendant sa campagne d'Égypte, il n'a pas seulement emmené des soldats, il a embarqué 167 savants, des mathématiciens, des chimistes, des biologistes, des historiens. Leur mission ? Étudier ce pays sous toutes ses coutures. C'est grâce à cette expédition qu'on a redécouvert des trésors, comme la pierre de Rosette, qui a permis de déchiffrer les hiéroglyphes. De retour en France, il a continué sur cette lancée. Il a fondé des institutions comme l'école polytechnique, qui existe encore aujourd'hui, pour former les meilleurs ingénieurs et scientifiques du pays. Il allait lui-même assister à des cours, il débattait avec les plus grands esprits de son temps, comme Laplace Berthollet. Pour lui, la science n'était pas un hobby, c'était un outil pour moderniser l'État, améliorer l'industrie, l'agriculture et bien sûr, l'artillerie. Il a utilisé le cerveau de ses savants comme il utilisait les bras de ses soldats pour construire un empire plus fort et plus efficace. Napoléon, c'était le roi de la méritocratie, mais aussi du recyclage de talents. Le mec avait un principe simple. Il se fichait de savoir d'où tu venais, si tu étais noble ou fils de paysan, si tu étais un de ses anciens ennemis ou un révolutionnaire convaincu. La seule chose qui comptait, c'était « es-tu compétent ? Peux-tu servir la France ? Et donc, le servir lui ?» C'est comme ça qu'il a bâti son empire. Il a promu des maréchaux comme Murat ou Ney, qui venaient de milieux très modestes, uniquement sur la base de leur bravoure et de leur talent militaire. C'était une révolution totale, à une époque où le sang et le nom faisaient tout. Mais le plus fort, c'est sa capacité à recycler ses anciens adversaires. Des mecs qui voulaient trop sa peau quelques années plus tôt, comme Fouché, le chef de la police, ou Talleyrand, son ministre des Affaires étrangères. Il savait qu'ils étaient des serpents, des traîtres en puissance, mais il savait aussi qu'ils étaient brillants, indispensables. Alors, il les a mis à des postes clés, en se disant « Mieux vaut les avoir avec moi où je peux les surveiller que contre moi dans l'ombre ». C'était une politique hyper pragmatique et aussi hyper risquée. Il a utilisé les compétences de tout le monde, même de ses pires ennemis, pour faire tourner sa machine impériale. On a l'image d'un Napoléon infatigable, un bourreau de travail qui dormait 4 heures par nuit. C'est en partie vrai, mais c'est aussi un mythe qu'il a lui-même entretenu. La réalité, c'est que la santé de Napoléon était souvent catastrophique, et que ces crises ont eu des conséquences directes sur le cours de l'histoire. Il souffrait de tout un tas de maux, des hémorroïdes extrêmement douloureuses, des problèmes d'estomac chroniques, des infections urinaires. Des trucs pas très glamour, mais qui, en plein milieu d'une décision cruciale, peuvent tout changer. L'exemple le plus frappant, c'est Waterloo. Plusieurs historiens s'accordent à dire que le jour de sa défaite finale, Napoléon était au fond du trou physiquement. Il venait de passer une nuit blanche à cause d'une crise d'hémorroïdes violente. Il était incapable de monter à cheval pour inspecter le terrain, il était léthargique, moins vif, moins incisif. Ses ordres étaient flous, il a tardé à lancer l'attaque. Est-ce que ça a causé sa défaite ? C'est un des plus grands débats de l'histoire. Mais une chose est sûre, un Napoléon en pleine forme n'aurait peut-être pas commis les mêmes erreurs. Parfois, une bataille ne se joue pas sur une carte, mais dans le corps d'un seul homme. Et on termine avec le secret le plus paradoxal, son héritage. Pour beaucoup, Napoléon, c'est la guerre. Des millions de morts à travers l'Europe, un continent mis à feu et à sang pendant 15 ans. Un tyran, un ogre. Et c'est une partie de la vérité. On ne peut pas le nier. Ses ambitions ont coûté incroyablement cher en vies humaines. Il a rétabli l'esclavage, censuré la presse, créé un État policier. Le bilan est sombre, très sombre de ce côté-là. C'est le côté Dark Vador du personnage, sans l'ombre d'un doute. Mais
Et c'est là toute la complexité du bonhomme, c'est aussi lui qui a exporté les idées de la Révolution française partout en Europe. En conquérant des territoires, il a balayé les vieilles monarchies féodales, il a imposé le code civil, qui garantit l'égalité devant la loi, la propriété privée, la liberté de conscience. Il a créé des administrations modernes, des lycées, la Banque de France, la Cour des comptes. Beaucoup de nos institutions actuelles sont des héritages directs de Napoléon. Son héritage, c'est donc ce paradoxe monstrueux, un despote qui a semé la guerre, mais qui, en même temps, a posé les fondations de l'Europe moderne. On est encore en train de débattre pour savoir s'il faut le voir comme un héros ou un monstre. La vérité, c'est qu'il était probablement les deux. Et voilà, on a fait le tour. 8 secrets, qui je l'espère, ont un peu secoué l'image que vous aviez de Napoléon. On est passé du maître de la com, au geek des sciences du réalisateur de bataille, au patient malade, qui a peut-être perdu Waterloo à cause d'une crise d'hémorroïdes. C'est ça qui est fascinant avec l'histoire. Quand on gratte un peu le vernis des manuels scolaires, on trouve des personnages bien plus complexes, bien plus humains, et franchement, bien plus intéressants que les statues qu'on nous présente. Napoléon n'était ni un dieu, ni un simple démon, mais un homme de son temps, pétri de génie et de contradictions monstrueuses. J'espère que ce format rapide vous a plu, et que vous avez appris au moins un truc de dingue aujourd'hui. L'idée, c'est de continuer à explorer ensemble les coulisses de l'histoire, de déterrer les secrets des grandes figures et des grands événements. Il y a tellement d'histoires incroyables qui ne demandent qu'à être racontées, loin des clichés et des idées reçues. Cléopâtre, Gengis Khan, Marie-Antoinette. Les possibilités sont infinies, et je vous garantis qu'à chaque fois, on découvrira des choses hallucinantes. Alors, si ces secrets t'ont surpris, abonne-toi pour d'autres révélations historiques. C'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne et de ne rater aucune des prochaines vidéos. Lâchez un gros pouce bleu si vous avez kiffé, ça aide énormément pour la visibilité. Et surtout, dites-moi en commentaire quel secret vous a le plus choqué ou surpris. J'ai hâte de lire vos réactions. C'était Tabo, merci d'avoir regardé, et on se retrouve très vite pour une nouvelle plongée dans l'histoire. Ciao!